je dirais un petit mot parce que ce colloque se tient durant le 50e anniversaire de Migration Santé. Migration Santé, il a été créé le 9 février 1970, mais un groupe de professionnels de la santé, du social, autour de M. Gentilini. Vous devrez le connaître, ou ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand monsieur avec qui j'ai fait le diplôme d'université à la Pitié-Salpêtrière durant les années 90. Avec M. Gentilini, il y avait Mme Charlotte Pain, une dame qui était assistante sociale et qui nous a été avec nous jusqu'à l'âge de 95 ans. Alors, c'est une petite dame, mais d'une énergie intense, ce qui veut dire que Migration Santé peut donner de la vitalité jusqu'à 95 ans et plus. Donc, restez avec nous. Il y avait avec Mme Charlotte Pain, il y avait monsieur qui est décédé, le professeur Michel Larivière et M. Jean-Jacques Rousset, et Pierre Strauss et le psychiatre Zulmiro de Almeida. C'était l'un des premiers qui a introduit en France la question de la sinistrose. Il est décédé en 1976 en partant au Portugal, son pays d'origine. Mais ça m'a fait plaisir un jour de voir ce terme ou ce concept fourre-tout vers les années 2000 et quelques. Eh ben, j'ai vu sur la première page du Monde la France en sinistrose. Mais maintenant, on a développé ce terme. Donc, par la suite, j'en ai parlé tout à l'heure avec monsieur le directeur, de monsieur François Bourdillon, que vous connaissez aussi. C'était le directeur que j'ai remplacé. Donc, elle était mon prédécesseur et c'était un homme de qualité qui a impulsé durant les années 80 Migration Santé. J'ai connu Migration Santé il y a 40 ans. J'ai assuré la direction pendant 27 ans et depuis ma retraite, mes collègues que je remercie et mes amis du conseil d'administration et membres de l'association m'ont fait l'honneur de la présider jusqu'à maintenant. Il y a le professeur de santé publique, M. Daniel Talleyrand. Normalement, il devrait être là, et c'était lui que j'ai remplacé. Voilà, madame, c'est à vous la parole, et je m'excuse sauf dire un dernier mot, qu'au début, il s'appelait Migration Santé, s'appelait Comité médical et médico-social d'aide aux migrants. Voilà un petit peu le revue. Et on a commencé à faire la santé des migrants. Et la revue, depuis 1974, ça s'appelait Migration Santé, que vous pouvez voir. Et finalement, le nom de Migration Santé est devenu le sigle et le nom de Migration Santé. Merci. C'est le tour de Madame Cheloub. Je m'excuse, je suis un petit peu fatigué. Avec ces temps, on attrape tous les rhumes, les grippes, et voilà. Après, vous mettez celui de monsieur. Bien, je voulais vous souhaiter, au nom de la Cité des Sciences, la bienvenue dans cet auditorium. En tant que responsable de la Cité de la Santé, je suis ravie d'accueillir, comme tous les ans maintenant depuis plusieurs années, cette journée de Migration Santé, avec qui nous sommes partenaires pour l'animation de la Cité de la Santé. Donc, en quelques mots, la Cité de la Santé, voilà le mode d'emploi, on en a mis un petit peu partout. Vous pouvez le prendre, le consulter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Vous pouvez venir nous voir, on est situé dans la bibliothèque, l'étage juste en dessous. Donc la Cité de la Santé, c'est un service de la bibliothèque de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et c'est un service qui propose donc classiquement, comme toute bibliothèque, de la documentation, de la formation, mais c'est également un espace de service co-animé avec des partenaires tels Migration Santé depuis maintenant presque 10 ans, donc qui propose toutes les semaines des permanences d'information gratuites sans rendez-vous sur tout ce qui est accès aux droits et à la santé pour le public migrant. Voilà, Cité de la Santé, c'est également un service de réponse en ligne qui s'appelle Questions Santé. C'est également des accueils de groupe, des animations de prévention, de l'accompagnement à la recherche documentaire et puis des journées comme celle d'aujourd'hui. Un portail, je vous invite à aller le voir, avec des ressources en ligne.
Oui, voilà, je voulais aussi préciser tout à l'heure, je pensais cette journée est filmée. Donc pour ceux qui ne peuvent pas assister, n'hésitez pas à passer l'information. Les 2 jours de ce colloque seront mis en ligne à la fois sur le site de Migration Santé et à la fois sur le site de la Cité de la Santé. Dernière chose, toutes les revues Migration Santé, toutes les publications de Migration Santé, on vous en a mis quelques-unes ici à consulter, mais elles sont également sur place à la Cité de la Santé. Vous pouvez venir les chercher, les consulter et les emprunter. Voilà, je vous ai tout dit sur la Cité de la Santé. Je vais passer la parole au docteur Luc Ginot de l'Agence régionale de santé. Mohamed va remettre le bon petit chevalet, voilà. Et je vous souhaite à tous un excellent colloque. Bonne journée. Bien, merci d'abord aux organisateurs d'avoir invité l'Agence régionale de santé. Je suis honnêtement particulièrement heureux que l'absence du directeur général qui était retenu ailleurs conduise au fait que ce soit moi qui soit chargé d'ouvrir cette séance pour le compte de l'agence, puisque les 50 ans Migration Santé, c'est une Migration Santé pour des personnes, vous avez fait rapidement allusion à l'histoire de cette association. C'est une histoire qui a marqué tous les professionnels de santé publique dont je fais partie depuis quasiment tout petit. Et les noms que vous avez évoqués sont évidemment des noms, en particulier celui de François Bourdillon, des noms qui font référence à beaucoup de choses. Le sujet alors j'en profite pour vous dire que je suis une fois de plus dans la position, comme chaque fois, très désagréable de vous dire que vos travaux sont absolument passionnants, mais que je vais devoir vous quitter dans 10 minutes, puisque voilà, c'est malheureusement le type d'exercice auquel je suis un peu contraint. Alors, je vais aujourd'hui, si vous êtes d'accord, d'abord, commencer par une petite provocation, si je peux me permettre. Le sujet de votre journée cette année, c'est plus compliqué pour moi que les années précédentes, puisque vous abordez le sujet déviance, transgression et radicalisation, violence des jeunes. C'est le titre de la journée. C'est un sujet qui est complexe, qui est douloureux. Et si je dis que je vais commencer par une provocation, c'est de dire que je voudrais d'abord qu'on se demande en quoi est-ce que ce thème est spécifique des migrations et en quoi est-ce qui concerne la santé. Quelques mauvais esprits pourraient penser qu'une telle annonce par une association telle que Migration Santé ouvre en effet le droit finalement à l'assimilation, voire à l'assignation des jeunes en situation de migration à la radicalisation, et ouvre aussi d'une certaine façon à la psychiatrisation des réponses sociales. Vous voyez que je caricature, mais que les questions que je pose à travers cette caricature sont des questions auxquelles il faut qu'on réfléchisse. Je caricature d'autant plus aisément que quand on regarde votre programme, on voit bien que justement, ce que vous souhaitez faire, c'est l'inverse de la caricature que je me suis fait plaisir d'ouvrir, et que vous proposez des réponses qui vont être à la fois nuancées, pragmatiques et je pense très, très subtiles. Quelques mots quand même d'abord, avant de parler des questions plus générales, des questions de santé des migrants. Je vais peut-être un tout petit peu plus long que ce que je le suis d'habitude, ce qui inquiète tout le monde, parce que je pense qu'on est sur des sujets qui sont pour l'agence extrêmement importants, sur lesquels je souhaite que la position que nous prenons en tant qu'institution soit tout à fait explicite. Quelques mots d'abord sur la question de la radicalisation des jeunes vue par l'agence. Les agences régionales de santé se sont vues confier des missions par le gouvernement qui concernent à la fois des actions de coordination intersectorielle, mais des ajustements de l'offre de soins et de prévention, et quelques sujets autour de la recherche et de l'innovation de pratique, puisqu'on sait que les mécanismes liés à la radicalisation n'apparaissent pas comme obéissant à un modèle psychiatrique, mais plutôt comme le produit d'une interaction complexe entre des facteurs sociaux, culturels, politiques, et que du coup le secteur santé a un rôle important à jouer dans la prévention et dans les prises en charge des situations. Cette approche par le secteur santé peut faciliter l'identification et le renforcement de facteurs susceptibles de protéger les individus de l'influence des idéologies violentes, et ce particulièrement dans les périodes de vulnérabilité. De leur côté, les professionnels de santé eux-mêmes luttent contre les facteurs de risque en participant au repérage, je n'aime pas beaucoup ce terme, mais pour l'instant on n'a pas trouvé de mieux, au repérage des jeunes et adultes en difficulté, et ils contribuent pour ces adultes à l'élaboration d'un projet global avec l'ensemble des professionnels de santé et éventuellement et souvent des autres professionnels. Dans tous les cas, les familles doivent être considérées pour nous comme des partenaires précieux, mais nous assistons cependant beaucoup sur le volet plus général qui est celui de la prévention. Le prémisse de départ étant que, bien que nécessaire dans un contexte d'urgence, le but de l'action publique en termes de santé ne peut pas être uniquement constitué par le repérage des signes indicatifs de radicalisation, car celui-ci comporte d'importantes limites,
Pour nous, l'entrée privilégiée, c'est la promotion de la santé, la prévention primaire. On se retrouve donc tout à fait dans les actions que vous avez préfigurées et qui ont défilé sur la démonstration de l'association. Le soutien que l'agence offre au programme de développement des compétences psychosociales du jeune enfant, par exemple, non pas comme objet de prévenir la radicalisation, mais auront sûrement, nous l'espérons, comme effet secondaire, parmi les effets secondaires que nous espérons, de réduire le terreau sur lequel les questions de radicalisation peuvent se développer. Donc votre colloque nous sera d'une aide précieuse là-dessus. Le premier message que je voulais simplement donc faire passer est que pour nous, cette approche globale ne peut pas être, même si elle mobilise le secteur santé, une approche uniquement tournée sur le repérage, et en tout cas pas sur le repérage sur une entrée psychiatrique, mais bien sur l'accompagnement à la fois des facteurs de risque et des personnes concernées par l'ensemble du dispositif dans lequel le système de santé jouera son rôle, et est aujourd'hui positionné et organisé pour offrir des réponses nouvelles à une situation qui, de toute évidence, à laquelle nous n'étions pas préparés il y a de cela encore quelques années. Je vais donc, si vous le permettez, m'écarter un peu de ce sujet et aborder plus globalement ce qui fait finalement l'intitulé de votre association, ce qui, depuis 50 ans, alors l'agence n'existe pas depuis 50 ans, mais depuis 50 ans, fait que les pouvoirs publics vous rejoignent, vous soutiennent ou travaillent avec votre association, et aborder plus généralement les questions de la santé des personnes migrantes. Je n'ignore pas que nous sommes dans une période dans laquelle des changements réglementaires peuvent créer des débats, peuvent poser des questions, et qu'il est donc nécessaire que nous réaffirmions un certain nombre de points de vue à l'égard des professionnels que vous êtes, que vous soyez professionnels de santé, professionnels sociaux ou citoyens engagés dans l'accompagnement des personnes. Le premier point, c'est que je souhaite souligner, je vous rassure, il n'y en aura que 4. Le premier point que je souhaite souligner, c'est que la santé des personnes en situation de migration est revendiquée par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et par son directeur général, Aurélien Rousseau, comme le cœur de nos responsabilités propres. C'est-à-dire que nous considérons que la question des personnes en situation de migration est un des marqueurs sur lesquels la politique que nous menons sera évaluée, et un des marqueurs sur lesquels nous souhaitons être jugés pour la réponse que nous apportons aux besoins de santé de la population. C'est pour cela que nous avons mis en place des bilans infirmiers en direction des personnes mises à l'abri lors des évacuations des campements, à un seul chiffre, de novembre, enfin peut-être pas un chiffre, mais deux, de novembre 2016 à décembre 2019, c'est-à-dire en 3 ans, il y a plus de quasiment 22 000 bilans infirmiers qui ont été réalisés, et presque 10 000 consultations médicales et 3 000 consultations de psychiatrie qui ont été réalisées en direction des personnes qui sont mises à l'abri à l'issue des campements. Quel que soit le diagnostic qu'on puisse porter sur la durabilité de ces mises à l'abri. C'est pour nous une occasion de à chaque fois réaffirmer le droit de toutes les personnes le droit inconditionnel de toutes les personnes à un bilan de santé et à une prise en charge sanitaire. C'est aussi pour ça que nous avons passé ces sujets au cœur de notre PRAPS, que j'invite chacun à notre programme régional de la prévention et de l'accès aux soins, que j'invite chacun à lire ou à relire, enfin en tout cas à s'y référer, et que nous avons commandé différents travaux, dont un état des lieux qui vous sera communiqué dès qu'il sera stabilisé, qui est en cours de publication, un état des lieux des besoins d'interprétariat en Île-de-France, puisque nous considérons que ce sujet de l'interprétariat en santé est aujourd'hui un sujet qui est non seulement sous-estimé, mais sur lequel, si nous n'avançons pas à grands pas, nous allons à des catastrophes du point de vue sanitaire. C'est aussi pour ça que nous finançons des équipes mobiles et tout un certain nombre d'autres actions. Donc le premier point pour nous, c'est de dire que cette question de la santé, l'accès aux soins des personnes en situation de migration est quelque chose qui est vraiment au cœur d'un engagement politique et éthique de l'Agence régionale de santé. Alors dit comme ça fait un peu pompeux, mais nous souhaitons le redire parce que je ne voudrais pas, nous ne voudrions pas que cette dimension-là s'efface. Et nous y croyons beaucoup. Le deuxième point qui nous semble très important, c'est le fait que finalement, la prise en compte des migrations de santé, des enjeux de santé pour les personnes en situation de migration, c'est dans la politique de santé publique, c'est traversé par les mêmes enjeux méthodologiques que le reste de l'intervention en santé publique. Ce qui veut dire que d'un point de vue sanitaire pour nous, et c'est un sujet qui pour vous est évident, qui pour nous est beaucoup plus complexe que ce qu'on ne peut l'imaginer, les personnes en situation de migration ne sont pas une communauté uniforme, fermée et définie. C'est-à-dire qu'elle regroupe à la fois pour nous, nous devons répondre en fait aux besoins de personnes que l'exil et les violences ont conduites sur les campements du Nord parisien que j'évoquais à l'instant, mais aussi de personnes qui sont des personnes citoyennes actives, en particulier dans les quartiers politiques de la ville, et dont l'histoire personnelle est une histoire dans laquelle la violence liée à la migration, la violence et l'exil s'inscrit probablement quelque part, mais pas forcément, et s'inscrit en tout cas de manière tout à fait différente. Et donc nous devons travailler sur ces différentes entrées, que finalement parler de la situation des personnes confrontées à la migration
Je n'ai pas trouvé d'autres vocables plus clairs que les personnes confrontées à la migration ou les personnes ayant une histoire de migration. C'est un peu... voilà, nous avons, nous, un petit problème de vocabulaire. C'est aussi aborder les questions du travail précaire, qui sont des questions majeures en question de santé, les questions de l'habitat de mauvaise qualité, les questions de la confrontation à la pauvreté. Et que je crois que finalement, pour nous, un des vrais objets de travail sur lesquels nous devons nous rencontrer avec des actions telles que la vôtre, c'est comment est-ce qu'on parle de l'impact de la migration sur la santé par d'autres choses que le statut, mais par tout ce qui est lié au statut, c'est-à-dire notamment l'exposition à la pauvreté. Et donc ne pas oublier que lorsque nous devons travailler à la fois sur les situations les plus violentes, je pense en particulier à la question des campements du nord de Paris, qui sont pour nous une situation absolument dont le niveau d'inacceptabilité est complet, mais aussi de situations qui sont plus graduées, plus complexes, et sur lesquelles il faut également qu'on réponde. Le troisième point sur lequel je voudrais insister, j'ai dit qu'il n'y en avait que 4, je m'en tiendrai là, c'est l'impact de la discrimination sur la santé. C'est quelque chose dont je n'avais pas parlé les dernières fois, dont je crois qu'on parle assez peu en France. Aujourd'hui, les données nord-américaines, mais également les données européennes, en particulier anglo-saxonnes, montrent que la discrimination sur la santé est un facteur d'atteinte à la santé, est un facteur qui est aujourd'hui décisif, aujourd'hui majeur, qui joue à l'effort par des effets individuels sur le ressenti de la personne, mais aussi par des effets structurels, notamment par les phénomènes de ségrégation urbaine qui sont quand même extrêmement forts en Île-de-France. Et que se voiler les yeux devant cet enjeu, et aujourd'hui c'est un enjeu qui est peu abordé, est probablement quelque chose qui nous prive de levier d'amélioration de la santé de ces personnes. Et ce d'autant plus que, pour reprendre la magnifique leçon inaugurale de Didier Fassin au Collège de France, que j'invite chacun à retrouver sur le site qui parle beaucoup de ces questions-là, sur le site du Collège de France. En matière de discrimination, on raisonne, comme il dit, toutes choses étant égales par ailleurs, mais que les choses ne sont jamais égales par ailleurs. Et que les personnes discriminées sont toujours les personnes qui sont confrontées à d'autres difficultés, notamment de pauvreté, d'habitat, de logement, etc. J'insiste sur ce sujet, non pas parce que l'agence basculerait dans une espèce de militantisme qui ne serait pas son rôle, mais parce que je crois que d'un point de vue technique, si nous n'arrivons pas à traiter la question de discrimination à la fois dans le champ de la prévention et dans le champ de l'accès aux soins, et le traiter autrement que sur une logique militante, mais le traiter de manière structurelle, nous passons à côté d'un facteur de risque pour la santé qui est majeur en Île-de-France. Le dernier point sur lequel je souhaite revenir, c'est le fait que les actions, les démarches qui sont menées dans le champ de la santé des personnes en situation de migration, comme dans le champ de la santé des personnes en situation de précarité en général, ne sont pas des actions, on l'oublie trop souvent, ne sont pas des actions qui sont enquistées en elles-mêmes. Ce sont des actions qui emportent la transformation de tout le système de santé. Les bilans infirmiers qu'on a mis en place pour le centre d'accueil de la Porte de la Chapelle avant qu'ils ne disparaissent ont été modélisés et aujourd'hui ils interrogent la répartition des compétences entre les médecins et les autres professionnels de santé. Et en emportant en interrogeant cette répartition des compétences, ça ouvre la porte à des transformations pour l'ensemble du système de santé. Autrement dit, le message que porte beaucoup notre directeur général et dont je me fais le prosélyte ici, c'est le fait que lorsqu'on travaille pour la santé des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, en particulier des difficultés liées à la précarité, on ne travaille pas que pour elles, on travaille pour améliorer l'ensemble du système de santé. Et que les meilleures transformations qu'on a fait pour le système de santé sont les transformations qu'on a fait à partir de réflexions menées en direction des populations en situation de précarité. Les PASS, de ce point de vue-là, dont je rappelle quand même qu'elles accueillent chaque année 90 000 patients en Île-de-France, c'est-à-dire que chacun s'ébaudit sur tel ou tel service de neurochirurgie ou sur telle ou telle avancée de pointe. Aujourd'hui, en Île-de-France, un des éléments majeurs du système français, ce sont les PASS hospitalières qui reçoivent plus de 90 000 personnes tous les ans. C'est considérable. Ces PASS-là, non seulement elles ont permis d'accès aux soins d'un certain nombre de ces populations-là, mais elles ont également permis, et c'est le plus important, de transformer d'une certaine façon, elles doivent continuer à le faire encore, de transformer le rapport entre les soignants et les personnes en situation de précarité ou de fragilité. Sur le même plan, les questions de santé communautaire, qui sont des questions sur lesquelles la France a un retard absolument historique par rapport à tous les autres pays, sont des questions qui sont probablement moins mal abordées dans le champ des personnes en situation de migration que dans les autres domaines. Et c'est pour moi une manière de redire à quel point nous apprenons des expériences qui sont faites par vos associations, par vos militants, par vos praticiens. Il en ira de même aujourd'hui avec les sujets que vous allez aborder et la façon dont vous allez travailler les questions sur lesquelles, je le répète, je suis par construction en inconfort parce que je pense que ce sont des questions qui sont difficiles et complexes
et je le répète, douloureuse. Mais la manière dont vous allez aborder ces questions-là, les propositions que vous allez faire sont des propositions qui ne concerneront pas que les jeunes en situation de migration, qui concerneront l'ensemble des populations en situation de fragilité quelle qu'elle soit. Et je crois que de ce point de vue-là, nous allons apprendre de ce que vous allez nous dire. Alors, vous avez eu l'amabilité de nous livrer déjà un premier livre. J'imagine qu'un deuxième volume suivra de ces journées-là et on le lira avec le même intérêt. J'ai été très long, je vous prie de m'excuser, mais c'était pour une fois volontaire. C'était parce que pour nous, je terminerai en le redisant une dernière fois, les questions que vous abordez ne sont pas des questions marginales pour l'agence, ce sont des questions qui sont des questions qui déterminent l'avenir du système de soins dans notre République. Voilà, je vous remercie d'avoir été très long. Deux questions, pas plus, c'est possible, de la salle? Ben, si, il y en a, mais il y en a toujours. Allez, posez vos questions parce qu'on a la chance d'avoir un responsable de la santé publique avec nous. Mais de toute façon, on va développer hein, ce genre de rencontre d'aujourd'hui. Nous voulons que ça soit l'interface entre les pratiques, les expériences et la conceptualisation de ce que le terrain ressent pour répondre à voilà, l'intérêt de ces jours et ce qu'on essaie de faire en migration santé. Donc, durant la journée, on essaiera de développer les questions que vous avez posées. Et le prochain ouvrage, eh ben, on prendra en considération ce point que nous intervenons. Il y en a des professeurs, il y en a des acteurs de terrain et on essaiera de jumeler toutes ces compétences et ce savoir. Voilà ce qu'on essaie de faire à travers ces journées. Ah, voilà, il y a une question. Je vous donne. Madame Cheloub, vous restez avec moi, hein, parce que c'est pas parce que je suis là que... J'étais le second, mais je passe le premier. Oui, moi je me pose une question en tant que chercheur. Présentez-vous si ça vous dérange. Jean-William Ouellet, professeur de psychologie clinique interculturelle. Lorsque nous faisons des recherches et que nous demandons, par exemple, j'ai évoqué ça tout à l'heure, 3 heures pour pratiquer un examen de fond, l'examen psychologique de fond, on nous dit, on nous répond, il faudrait que ce soit fait en 3 quarts d'heure. Impossible. Impossible. Et surtout que quand on a pratiqué l'examen, il faut autant de temps pour l'analyser. Et ensuite, ce sont des analyses qui doivent être individuelles parce que chaque cas est un cas individuel et le traitement doit être un traitement individuel. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait davantage prendre en compte. Il y a une autre question. J'ai vu un... Oui, bonjour, je suis assistant de service social. Donc, vous évoquez l'importance des passes et je suis bien d'accord. Mais je pense qu'il y a souvent un manque d'informations justement sur les possibilités d'accès aux soins et de suivi de la part des migrants. Donc, est-ce que vous avez une idée, comment est-ce que ça pourrait être amélioré, comment faire? Je suis obligé de reprendre le micro du coup, ma voix ne me permettant pas aujourd'hui de répondre sans la technologie. Alors, sur le premier sujet, je suis... comment dire? Je pense qu'il y a 2 questions. Le premier, c'est une question qui relève de l'agence, une question qui ne relève pas de l'agence. La question qui relève de l'agence, c'est de dire aujourd'hui, nous, agence, sommes confrontés à des injonctions extrêmement contradictoires. C'est-à-dire qu'il faut, dans un moment sur lequel tout le monde souhaite avoir des ressources médicales, paramédicales, psychologiques, etc., mais en fait, l'agence, contrairement à une rumeur, ne produit pas des médecins, elle ne produit pas des psychologues, elle ne produit pas des infirmières, elle fait ce qu'elle peut pour réguler une situation de pénurie. Donc on nous demande d'organiser d'une certaine façon, et nous tentons d'organiser de la manière la plus équitable possible. Je parle pour l'Île-de-France, je ne m'engagerai pas pour mes collègues d'autres régions. On nous demande d'organiser la disponibilité de la manière la plus équitable possible, la plus performante possible. Ça nous amène parfois à suggérer
des organisations des tâches, à suggérer des modèles qui permettent de moins mobiliser les médecins, de mobiliser d'autres professionnels de santé dont les compétences sont probablement plus adaptées. Voilà, c'est ce champ-là que nous faisons. Après, là où je vous dirais que les agences ne sont malheureusement ou heureusement pas à la manœuvre, c'est le fait que les questions que vous abordez sont des questions de qualité des pratiques. Les questions de qualité des pratiques ne relèvent pas, et c'est une fort bonne chose, ne relèvent pas des agences régionales de santé ou des autorités sanitaires. Elles relèvent de la haute autorité en santé, elles relèvent d'un certain nombre d'organismes scientifiques ou indépendants. Et sur le fond, les scientifiques sont très attachés. Il m'est arrivé une fois ou deux, dans ma pratique de directeur de la santé publique, de laisser aller sur il serait nécessaire d'avoir plutôt une pratique de telle ou telle manière. Je dois vous dire que j'ai eu un succès de société assez réduit. On m'a rappelé que ça ne faisait pas partie de mes attributions légitimement. Donc je crois qu'on est dans ces deux sujets-là, c'est-à-dire que la question des bonnes pratiques, la question de comment est-ce que ces bonnes pratiques, en particulier dans le champ de l'abord de la psychopathologie, de manière générale, de l'abord de la prise en charge psychologique des personnes, ce sont des questions qui sont relativement, vous le savez, conflictuelles, relativement complexes, sur lesquelles l'organisation des métiers est encore un peu hésitante. Je crois sur le fond que si on veut aller plus loin dans la prise en charge, aujourd'hui, nous n'échapperons pas en France, et là, je sors un peu de mon texte et je donne un engagement personnel qui n'est pas forcément celui de l'agence. Si nous voulons aller plus loin dans la prise en charge et l'accompagnement des besoins psychologiques des personnes, qu'il s'agisse des jeunes, des âgés, des migrants, des non-migrants, des radicalisés, des non-radicalisés, si on veut aller plus loin sur les besoins, aujourd'hui, on a besoin de réfléchir à une meilleure harmonisation, on va dire, des pratiques, à une meilleure, non pas standardisation, mais à un cadrage qui fait que les réponses au public soient plus générales, plus systématiques, plus à disposition. Une fois que j'ai dit ça, je ne sais pas bien comment ça va se faire. Mais je crois qu'en tout cas, ça ne relève pas du champ de l'agence. Ce qui relève de notre compétence à nous, c'est de faire tout ce qu'on peut pour que les ressources humaines disponibles, les ressources sanitaires disponibles soient mises à disposition des populations qui en ont le plus besoin. C'est ce que nous tentons de faire. Le formatage des pratiques, pour l'instant, mais même durablement, j'espère, ne relève pas de nos compétences. Sur la deuxième question, qui est la question qui est une question très générale et très fondamentale, hein, c'est en fait, il y a les passes, mais vous avez tout à fait raison, il y a des tas en Ile-de-France, on a mis en place des passes ambulatoires qui sont une spécificité de la région liée justement à l'engagement de l'agence sur les questions de grande précarité. Il y a d'autres systèmes qui existent, il y a des collectivités locales qui ont mis en place certaines choses, il y a des CCAS qui ont mis en place des choses, il y a des travailleurs sociaux dans les établissements de santé qui font un travail absolument remarquable, même s'ils s'expriment de manière très différente, etc. Et on voit bien qu'on a un problème de connaissance, à la fois par le public et aussi de connaissance des fois par les professionnels. J'étais hier soir, pour ne rien vous cacher, à une réunion avec l'assurance maladie sur comment est-ce qu'on pouvait adapter les différents systèmes, les différentes modifications de réglementation décidées par le législateur vont clairement créer des interrogations. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on arrive à diffuser l'information, pour faire que les personnes sachent où aller, pour faire qu'il y ait le moins de temps possible. C'est un objectif. La manière de l'atteindre pour nous, c'est de renforcer les collaborations. Là encore, je parle pour l'Île-de-France. C'est renforcer les collaborations avec les établissements de santé qui sont quand même souvent l'endroit dans lequel les personnes vont en première ligne. C'est de renforcer les collaborations avec les associations, avec les collectivités locales. Donc, on a tout un système de contractualisation. Sur le fond, je crois que notre mode d'intervention de l'agence, et c'est un peu ce que j'entends dans ce que vous dites, est probablement un tout petit peu en pointillé. C'est-à-dire qu'en gros, on intervient en lien avec un certain nombre d'associations, avec des collectivités, etc. Mais il n'y a pas forcément de discours très fort et très lisible. Alors, la réponse techno serait de vous dire « Ah, mais écoutez, tout est sur le site de l'agence. Je mets au défi quelqu'un, y compris l'agence, d'arriver à retrouver quelque chose sur le site de l'agence à moins de passer par Google pendant 1h30, parce que notre site n'est pas bien fait. Et parce que l'idée de dire « Allez donc voir sur le site », c'est une réponse de techno. Donc, je ne vais pas vous faire cette réponse-là. Je crois qu'on a besoin d'avoir un discours plus fort, un discours plus explicite sur quelles sont les ressources disponibles, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est plus compliqué à faire qu'à dire, parce que ça veut dire que quand on dit dans les établissements de santé, vous pouvez rencontrer tel ou tel professionnel.
Ça, c'est vrai, sauf que dans la réalité, il y a un tas d'établissements de santé sur lesquels l'assistante sociale ne va pas pouvoir la rencontrer parce qu'en fait, elle est utilisée à autre chose. Si on dit, vous pouvez vous adresser au CCAS pour faire de la domiciliation, c'est vrai, sauf qu'il y a des tas de CCAS qui refusent de faire la domiciliation. Si on dit, vous pouvez vous adresser à l'association pour faire la convention avec l'assurance maladie, c'est vrai, sauf qu'il y a des tas d'associations qui ne veulent pas être conventionnées avec l'assurance maladie. Donc, dans la réalité, on est, nous, dans cette contradiction entre lesquelles on ne peut pas donner les bons et les mauvais points. Un, c'est pas notre rôle, deux, c'est pas très productif. Et en même temps, on ne peut pas non plus tenir un discours général qui serait décalé de la réalité. Donc c'est dans cette ligne de crête-là qu'on avance. Je crois comme vous qu'il faut vraiment qu'on soit plus clair sur ce qu'on dit, plus lisible, et qu'on a des progrès à faire. On y travaille aujourd'hui, mais on y travaille avec les limites que vous avez observées. Bon, je vous ai répondu longuement et pas très clairement, mais en tout cas, même si je vais partir très vite, je pars en emportant votre question, qui me servira, moi, à réinterroger. Je pars en laissant en otage dans votre journée 2 collègues de l'agence qui vont donc prendre toutes les notes et vers qui on va devoir se retourner après en disant quelle est la solution possible. Merci. Une dernière question? Non. On va laisser. Eh bien, je remercie vos collègues. Et quel travail, quelle compétence et écoute. Et D'accord. Et au plaisir. Merci encore une fois. Voilà, je vais présenter un petit peu ces 2 jours. Je ne vais pas m'allonger. J'ai écrit un texte parce que comme ça se sent, j'étais dans mon lit, mais il fallait venir courageusement, surtout pour voir les amis et tout le monde comme d'habitude. Donc la journée, ça a été une seule. Mais une journée, ça permet que les intervenants interviennent. Ils sont insatisfaits parce qu'ils n'ont pas dit tout. Le public l'est encore plus parce qu'ils n'ont pas participé à la discussion, aux échanges. Donc on a étalé sur les 2 jours pour avoir le temps d'échanger, de discuter sur toutes les questions qui sont soulevées par M. le directeur, les questions que vous allez soulever et permettre un échange. Donc voilà, c'est pour cela qu'on a choisi les 2 jours. La première journée, donc, ce sera par cette séance inaugurale que je vais appeler les intervenants après avoir présenté le cours des 2 jours. L'après-midi, il y avait 2 symposiums, mais vu que chaque intervenant il abordait une question complémentaire par rapport aux autres, on les a groupés. Donc comme ça, vous aurez une seule séance. Mais on peut faire une interruption d'1 quart d'heure, une demi-heure, si vous sentez, si on a 1 ou 2 qui lèvent le doigt pour me dire on s'arrête et on se repose. Le matin, on ne peut pas se reposer parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. L'après-midi, donc voilà. Le lendemain, donc ça sera une séance inaugurale, comme vous pouvez lire dans le programme, et les variés aussi. Intéressante, c'est des expériences de terrain ici. Et l'après-midi, on accueillera nos amis qui viendront des différents pays d'Europe pour voir un petit peu, est-ce que c'est seulement en France qu'on a certains problèmes ou c'est, comme ça a été dit, c'est des problèmes qui se retrouvent ailleurs et comment nos partenaires, nos collègues de l'autre côté, il n'y a pas plus de frontières maintenant, mais dans les autres contrées d'Europe, comment ça se passe. Voilà. Et j'invite mon cher ami, le professeur Jean-William Vallée. Si vous ne le connaissez pas, il va se présenter devant vous, qui s'installe, donc professeur à sciences et juriste, entre autres, et acteur de terrain, comme il va se présenter. Le deuxième, ça sera le professeur Berettima, je pense. Voilà. C'est un professeur de sociologie et il est professeur à Annaba. Annaba, ceux qui ne connaissent pas, c'est en Algérie. Et il est aussi professeur ici à l'École des hautes études. Et il va nous parler du côté sociologique, alors que le professeur William Vallée, il va nous parler d'un côté psychologique. Et du côté anthropologique, eh ben, c'est le professeur que je vois, et mon contradicteur de toujours, Awad Fouatih. Awad, c'est celui qui joue le luth, si je me permets, mais il va nous jouer du savoir. Allez, venez, et voilà. Et je vous laisse aller faire travailler. Donc,
La journée, les 2 jours, c'est pour vous. Donc essayez de vous exprimer, d'échanger, de donner votre avis, vos expériences. Et nos amis, ils sont là pour... à vous. Et je passe